Bonjour Christian, comment vas-tu? Ça va très bien, Stéphane. Bon, excellent. Écoute, Christian, il y a 2 choses que je voulais parler avec toi parce que, bon, ça fait des années, moi aussi, que je suis, ta carrière, Oui, parce que tu as touché, pas juste au paranormal, tu as touché aussi aux disparitions, oui. des crimes, non résolus, ce qui fait, de toi, une référence, je te dirais, dans plusieurs domaines au Québec. Donc, puis je voulais aussi te parler aussi de ton Mais livre, je Les voulais grandes simplement fraudes. dire, ça nous montre que on peut s'intéresser à plusieurs choses à la fois sans être cantonné dans un seul et même univers. Exact, Tu sais, là. Moi, il y a exactement. chaque jour, je pense, je me découvre de nouvelles passions. Tu sais, je découvre quelque chose, je lis quelque chose, je dis, wow, c'est donc bien fascinant ce sujet-là. Et J'aurais pas assez d'une vie pour faire ben, je comprends, tout ce que j'aurais envie de faire. Tu sais. ben, je comprends, je comprends. Puis en plus de ça, c'est que, c'est ça qui est intéressant parce que quand, on avait déjà discuté dans le passé par rapport aux, je te dirais, ben, les grandes fraudes du paranormal, Oui. hein, tout ce qui touchait un peu les imposteurs, ces choses-là. Moi, j'ai comme un peu constaté la même chose dans tout ce qui était affaires criminelles, hein, parce que ça, j'en avais parlé avec, plusieurs personnes, mais il y a personne qui ose vraiment s'exprimer par rapport à ça, parce qu'on se disait, ben, il y a pas comme une surexploitation, justement, derrière tout ça tu sais, dans le domaine du true crime, là, par exemple, là, tu sais, Ouais. parce qu'il y a une surenchère, là, d'émissions de télé, et cetera. Mais Ah, on pourra en reparler tantôt si tu ouais, veux, parce que c'est sûr que ça, c'est un sujet qui est très préoccupant. Puis je me rappelle, il y a quelques semaines encore, tu connais Stéphane Berthomé. oui, tout à fait. Et justement, on en parlait, Berthomé, qui s'illustre beaucoup dans les Oui, oui, podcasts. Et on avait soupé ensemble et on avait justement abordé cette question, justement, de la multiplication des plateformes de podcasts. oui, Et en même temps, mais on pourra en reparler, mais c'est vrai qu'on a démocratisé un peu oui, la possibilité de communiquer de l'information. Avant, c'était réservé essentiellement aux médias mainstream, si tu me exact. permets. Maintenant, tout le monde peut diffuser de l'information. Ouais, À la fois, c'est bien, mais c'est pas nécessairement, il y a un revers à cette médaille-là, puis on pourra en reparler ouais, si tu veux. ouais, tout à fait, tout à fait. OK, parfait. Je voulais parler, aussi, bon, ben, on va avoir 2 sujets, aujourd'hui. Il y avait le dossier de Julie Surprenant, Oui. parce que je sais que tu avais travaillé, sur ce dossier-là il y a quelques années. Je pense que c'était dans le cadre d'une série, hein? Ouais, c'est ça. Donc, mon intérêt pour l'affaire de Julie Surprenant a été très, très superficiel, hein, il faut le comprendre. On était au début des années 2000, de mémoire, c'était 2004 ou 2005. On avait repris la série Dossier mystère, OK. on avait racheté les droits de Dossier mystère, qui avait beaucoup, la série américaine, bien sûr, qui avait Oui, débuté à la fin des années 80 tout à fait. sur les réseaux américains, et puis qui avait été diffusée au Québec au milieu des années 90, là, je dirais grosso modo entre 1990 et 1993, 94 à peu près. À l'époque, c'était Télévision 4 saisons, hein, qui est Oui, devenu QS. éventuellement, voilà, qui est devenu un peu V et aujourd'hui, c'est nouveau. Et à l'époque, je me rappelle, quand on avait fait Dossier Mystère, c'était les productions René Ferron qui faisait Dossier Mystère au Québec. Et ça a été d'ailleurs, c'est amusant parce que ça a été ma première véritable incursion dans le monde de la télévision broadcast, hein, les grandes télévisions Oui, majeures. J'avais effectivement. fait quelques trucs sur des réseaux de câbles, sur des réseaux communautaires. Mais dans le cas des dossiers mystères québécois, qui était animé à l'époque par, c'était Jean Coutu qui avait animé les Oui, premières émissions. Jean Et Coutu avec sa grande voix bon, de ça fait qui a marqué toute une ouais, génération tout à fait. de téléspectateurs. Et ce que l'on faisait, c'est qu'on retirait un volet américain qui était souvent une histoire de crime, bon, un évadé de prison, et cetera. Donc on Mmh. qui s'adressait davantage à un public très américain. Donc on retirait ce volet-là pour le remplacer par un volet québécois. Donc on a eu l'OVNI de la place, l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on a eu Ouais, le ouais. cœur du frère André qui avait été volé, donc Ouais, ouais, l'auberge du ouais, ouais. Jolivent. Donc et ça a été ma première incursion en ce sens on m'avait demandé d'alimenter ces fameux dossiers québécois. Et là, on est OK. en 1990-91. Donc, ce qui nous ramène plus tardivement, donc on est 2004-2005. À la demande de Canal D, on a décidé de reprendre Dossier Mystère.
Du côté anglophone, comme on ne pouvait pas utiliser Unsolved Mysteries, on l'avait rebaptisé Northern Mysteries, les mystères du Nord. Du Mais Nord. c'est un peu ambigu parce que ça donnait l'impression que c'était en Alaska ou dans les territoires du Ouais. Nord-Ouest, là. Mais bon, Northern Mysteries en anglais. En français, on avait gardé, on avait pu conserver, d'ailleurs, grâce à l'autorisation de René Ferron, on avait pu garder le titre Dossier mystère. OK. Donc, comme on ne savait pas trop où on voulait s'en aller avec ça, parce que bon, c'est un pilote, Canal D nous a dit, ben, on aimerait que le pilote ressemble un peu à la série américaine. Et pour OK. ceux qui connaissent la série américaine, on avait à la fois des dossiers policiers, on avait également des dossiers qui traitaient de phénomènes surnaturels et autres. Bon, on allait vraiment, c'était vraiment tout azimut, là. Et donc, pour le pilote de l'émission québécoise, on avait décidé de couvrir l'affaire Julie Surprenant. À ce OK. moment-là, c'est une affaire qui était très d'actualité. On se rappelle que Julie Surprenant avait disparu en novembre 99 de mémoire. Donc, Exactement. elle disparaît en Exact. novembre 99. Et on sait que plus tardivement, en 2006, le présumé assassin, dénommé Buyon, Oui, Richard Bouillon, effectivement. qui est décédé d'un cancer à ce moment-là, Oui. avait avoué sur son lit de mort à deux préposés de la Cité de la Santé qu'il Oui. était effectivement l'assassin de Julie Surprenant, qui s'était débarrassé, l'avait agressé, violé, s'était débarrassé du Exactement. corps en le plaçant dans un sac qu'il avait jeté dans la rivière des Prairies, je crois. Exactement. Puis il l'avait avoué à un co-détenu parce que j'ai obtenu les enregistrements OK. de caméras de surveillance, là, en fait, là, qui avaient Mhm. été. Puis regarde ici, là, j'ai toute la déclaration OK. de ce que Bouillon a écrit, une lettre de 15 pages. OK. Puis là-dedans, dans cette déclaration-là, lui, il dit que il n'est pas l'auteur du meurtre de Julie Surprenant, mais il s'est contredit à plusieurs reprises Ouais. à ce C'est niveau-là. c'est- c'est souvent une des problématiques dans les histoires de crimes, surtout si on s'adresse à l'assassin lui-même, c'est souvent des versions contradictoires où on change le crime, où on introduit de nouveaux tueurs. Tu sais, je n'ai pas commis le crime seul pour ne pas Ouais, avoir à supporter l'odieux du geste. Mais à ce moment-là, donc moi, 2004, on décide de faire Julie Surprenant. C'est vrai que Bouillon est dans le collimateur des ouais, autorités. D'ailleurs, il l'a été dès la disparition de Julie presque absolument. immédiatement, hein. Il habitait Ouais. le même domaine, le même domaine là, Même quartier, ben, en fait, il demeurait au deuxième étage, voilà. au-dessus des surprenants. Ouais. Mmh. Donc, on avait fait ce reportage-là et j'avoue, j'avais eu une très, très belle collaboration de la part du père de Julie Oui, Surprenant. Michel, tout à fait. Michel avait été excessivement ouvert, très gentil. Je me rappelle encore, on l'avait rencontré, on a fait l'entrevue avec lui. C'était au terrain de golf de Terrebonne. On nous avait OK. accueillis, puis ils avaient donné plein de documentation. Puis les autorités également, les services de police avaient été très ouverts à partager l'information. Parce qu'à ce moment-là, même si on a Bouillon dans le collimateur, il n'y a aucune accusation qui était portée Non, contre lui. Et on se effectivement. dit toujours à ce moment-là que Parce qu'il n'y a même pas de corps, hein? Il n'y a toujours pas de corps aussi. voilà. Et même si on sait qu'il n'y a pas eu d'accusation qui est portée contre lui, on le suspecte et on se dit que, et c'est toujours un peu la même chose hein, dans les histoires criminelles, puis je t'apprends rien, le temps change et le temps change les gens. Donc, des Non, gens qui, à l'époque, en 99 ou 2000, ont pu connaître voilà, Bouillon, ont rien dit parce qu'à l'époque, il y avait une entente amicale. Éventuellement, ces gens-là se sont écartés, se sont oui, éloignés. Et il oui, suffit parfois d'une information nouvelle de relancer le dossier sur la exactement, place publique et des gens exact. qui se disent, ben voilà, il y a 10 ans, je n'ai rien dit, mais maintenant, Ouais, je vais dire quelque chose. c'est Donc, ça. nous, notre idée, c'était un peu ça, de relancer un peu ce dossier-là, pas pour trouver l'assassin, parce que les policiers étaient assez catégoriques qu'il y avait leur homme sous le. Ouais, puis il y a un document de la Sûreté du Québec que j'ai ici, là, qui confirme. Pour eux, là, il y a pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Mais je me suis dit en faisant, puis là, on arrive un peu à l'aspect un peu étrange de cette affaire-là. Je me suis dit en relançant l'histoire comme ça, peut-être que des gens vont regarder Dossier Mystère. Et parce qu'on ne cherchait pas l'assassin, on le savait déjà qu'il était là. Mais je me suis dit, en faisant Dossier Mystère là-dessus, peut-être que des gens, parce on est à ce moment-là en 2004, Ouais. Bouillon n'a rien dit, il a été accusé pour Ouais, une ouais. autre agression, mais sans rien avec Julie Surprenant. Je me suis dit, si on relance ça,
Est-ce que quelqu'un, quelque part, pourrait dire, ah oui, j'ai connu Bouillon à l'époque, j'ai entendu quelque chose, ou quelqu'un que je connais a entendu quelque chose, et est-ce que ça pourrait pas l'inciter éventuellement à À donner, dire où est-ce qu'elle est Julie, là, voilà, parce et qu'elle est éventuellement, toujours portée disparue voilà, en il y date a un effet, d'aujourd'hui, là. voilà, il y a un effet domino fait que les gens on va arriver à une solution de l'affaire. Mmh. Et bon, disons que dans le cas de Julie Surprenant, si Michel Surprenant était très ouvert, c'était pas nécessairement le son de cloche qu'on avait de tous les membres de la famille, hein. Exactement. Il y a des gens dans la famille proche de Julie Surprenant qui, eux, voyaient ça vraiment comme une agression. Même un parent proche de Julie Surprenant a même demandé littéralement que l'émission soit interdite, là. On était prêt à aller devant les tribunaux pour interdire la diffusion de Mmh. l'émission. Et ça, j'avoue qu'encore aujourd'hui, tu vois, on est en 2024 et je ne comprends pas ce comportement-là. Moi, je me Mmh. suis dit, bon, et je me rappelle la conversation que j'avais eue avec cette personne-là. Elle me disait, on le sait qui est l'assassin. Mais je sais on le sait qui est l'assassin. Mais qui sait, plus on en parle, plus ça va amener des gens à parler, à donner des informations. Et ce sont ces informations-là qui permettraient peut-être de retrouver le corps, ou une petite information qu'on a oubliée, que quelqu'un n'a pas dit, qu'il a trouvé insignifiante. Hein. Quelqu'un dit, oui, je me rappelle avoir vu une voiture stationnée à cet endroit-là. J'en ai jamais parlé, Exact, mais là, je exact, revois l'émission, puis je me dis, c'est curieux que j'avais vu une voiture qui était stationnée au bout d'un rang. Une exactement. petite information qui aurait pu entraîner un effet domino. C'est Bon, ça. bref, on a fait cette émission-là. Ça a été le pilote de Dossier Mystère. Et je crois qu'en rediffusion, on l'avait retiré pour des raisons légales. On ne voulait pas Ah s'appliquer ouais, d'ennuyer ah davantage. ouais. Mais j'ai Ah, trouvé ça un peu dommage. Je respecte cette position-là, on s'entend. Moi, je ne me sentais pas concerné. Ce n'est pas mon enfant à moi. Mais ces gens-là, que ce soit leur enfant, un parent proche, ces gens-là se sentaient concernés. Donc, je respecte leur position. Mais j'avoue que, comme journaliste, j'ai trouvé ça assez surprenant parce qu'on veut tous être on veut tous cette petite information qui va ouais, ben, permettre la c'est résolution ça. du dossier. Ben, c'est ça, puis ça va nous ramener à notre deuxième sujet de tantôt, mais dans des cas de disparition, moi, je pense que tout est important. Tant qu'on n'a pas, retrouvé le corps de la personne ou qu'on ne sait pas où ce qu'elle est, il me semble que c'est des informations, c'est primordial, là, Ouais. c'est Tu vois, nécessaire, là. je n'ai pas la connaissance que tu as de ce milieu judiciaire et policier. C'est ton domaine, mais c'est vrai que dans le cadre d'histoires ou d'énigmes historiques qui, Mmh, qui, qui sont un de mes grands sujets d'intérêt, il y a plein d'histoires qui ont trouvé leur solution dans des petits détails insignifiants. Hein, peut-être l'exemple le plus parlant est un exemple assez récent. 1959, il y a 9 jeunes qui vont trouver la mort dans l'Oural, en Russie, qui étaient partis en randonnée. C'est ce qu'on va appeler l'affaire Diatlov. Pour des OK. raisons inconnues, ils avaient placé leur tente à flanc de montagne. Et puis, à un moment donné, durant la nuit, ils ont quitté, hein, ils étaient sobrement habillés puisqu'ils étaient dans leur sac de couchage. Et pour une raison qui est demeurée longtemps inconnue, ils se sont levés, ils ont déchiré la toile de la tente et ils ont fui sur la colline pour une raison qui est demeurée inconnue. Ils sont tous décédés d'hypothermie. Et cette affaire-là est demeurée très mystérieuse. C'est l'affaire Diatlov. Et on l'a appris, bon, ici en Amérique ou en Occident, on l'a appris après la perestroïka de Gorbatchev, lorsqu'on a commencé à ouvrir les dossiers. Là, nous, on apprend cette histoire-là qui est connue par les Russes là, énormément. C'est une histoire qui a beaucoup circulé en Russie. Et on s'est brisé les dents sur cette histoire-là. On a essayé de trouver une solution. Et d'autant plus que le rapport original de 1959, qui avait été fait par un ancien policier du département des enquêtes criminelles, mais qu'on avait un peu poussé dans le dos pour qu'il remette rapidement son dossier, il avait conclu, et ça c'est la porte ouverte hein, aux spéculations, il dit ces jeunes sont décédés parce qu'ils ont cédé à une force inconnue irrésistible. Aïe, aïe. Tu sais, Mmh. une force inconnue, irrésistible, ça peut être des extraterrestres, ça Ben peut être oui, n'importe c'est ça que quoi. j'allais Et dire. évidemment, on a beaucoup spéculé là-dessus. Et il faudra attendre donc 2019 pour le 60e, et c'est tout récent, le 2019, il faudra attendre 2019 pour que les autorités russes, ce n'est plus le KGB maintenant, c'est le FSB, Oui, et que le exact. FSB décide de rouvrir l'enquête sur l'affaire Ah ouais. Dyatlov. Donc, on rouvre l'enquête sur l'affaire Dyatlov. Et le petit détail, hein, quand on parle de ce détail qui est insignifiant parfois, petit détail, quand on regarde le compte-rendu des équipes de secours, il y a un petit détail qu'on avait omis.
où les gens qui l'avaient vu n'avaient pas jugé bon de le rapporter, mais il s'était passé un peu sous le tapis. Un des groupes de secouristes qui sont arrivés sur place, qui ont trouvé la tente du groupe Dyatlov, avait mentionné que les jeunes avaient découpé la neige pour aplanir la surface de manière à placer leur tente. Et ça, c'est l'erreur qui va leur coûter la vie. Parce qu'on le sait tous, l'hiver, quand tu sors à l'extérieur, s'il fait froid, il va y avoir une couche de glace qui s'est formée par-dessus la neige. Mais dès que tu brises cette couche de glace, sous la neige, la neige reste meuble, hein, elle reste folle. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont brisé l'uniformité de la couche de glace, ils ont placé leur tente, et durant la nuit, il y a eu une coulée de neige sur la tente. Pas énorme, mais juste assez pour écraser la tente, pour les réveiller et les inquiéter. Hein. En pleine obscurité, ils se sont levés, ils se sont dit, est-ce qu'on risque une avalanche? Alors, ils ont décidé de fuir vers le bas de la montagne, craignant éventuellement qu'une avalanche engloutisse la tente. Avalanche qui ne s'est jamais produite. Mais on comprend qu'une fois au pied de la colline, ils étaient dans l'obscurité, faiblement vêtus, avec une température de moins 30 degrés. Ils n'avaient absolument aucune chance de retrouver la tente et de survivre aux conditions. Mais c'est ce petit détail qui nous avait échappé dans 60 ans. Et grâce à cette information, on a pu, des spécialistes notamment sur les coulées de neige, on fait appel à Walt Disney aux gens qui avaient fait les simulations pour les coulées de neige dans le film La Reine des Neiges. On a pu donc refaire une reconstitution et on sait exactement ce qui s'est passé. Mais c'est ce petit détail, c'est là que je voulais en venir. Ce petit détail insignifiant sur lequel tout le monde a passé, c'est ce petit détail qui a permis de solutionner l'affaire Dyatlov. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, on revoit ça avec des yeux d'aujourd'hui. On refait les enquêtes avec des nouvelles expertises, les nouvelles technologies. Donc, exact. On n'est plus comme dans les années 60 là, à ce moment-là. Là. Et c'est vrai pour le domaine policier, mais c'est vrai également pour tout autre domaine. Hein. Des gens, moi, je suis souvent l'objet de toutes sortes de critiques par les gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux parce qu'on m'accuse un peu d'être une girouette. Hein, on me dit, ah ouais, mais quand ça fait trop longtemps que tu es là, c'est un peu aussi la conséquence. Les gens disent, ah ouais, mais Christian Page, en 1992, avait dit ceci. Mais 1992 et 2024, il y a des années qui se sont écoulées. L'information n'est plus la même. Les découvertes scientifiques sont différentes. Elles sont venues jeter une lumière différente sur des phénomènes que l'on croyait tout à fait inexpliqués. Donc, c'est tout à fait normal. C'est un peu comme une enquête policière. Ce n'est pas parce qu'en 1975, les policiers ferment le dossier en disant on n'a pas de suspect que le dossier doit rester fermé. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a créé ces unités de cold case. Exactement. Regarde, tu as vu, on a résolu, je veux dire, le dossier de Sharon Pryor dernièrement. Voilà, tout récemment. Ça a été aussi la même chose avec Morel, je crois, celle qui avait joué Dame Plume dans La Riboudaine, qui avait été assassinée à Montréal. Dans les années 80. Voilà, et que le dossier était demeuré là, sans solution pendant des années, jusqu'à ce que de nouvelles technologies permettent éventuellement d'identifier la ça. Puis en conclusion, là, en conclusion sur le dossier de Julie Surprenant, est-ce que vous avez progressé ou c'est resté pas mal au même point? Est-ce que tu as eu affaire aussi à des médiums, par exemple? Non, dans le cas de Julie Surprenant, on n'a pas fait appel à des médiums. Et comme je l'ai mentionné, l'émission a été diffusée, je crois, là, je peux me tromper, mais je crois qu'elle n'a été diffusée que dans le cadre de la diffusion du pilote. Et comme l'émission n'avait pas un suivi vraiment comme Unsolved Mysteries, là, on avait une équipe américaine qui recevait des appels téléphoniques et on sait qu'ils ont résolu beaucoup d'histoires. Nous, ce que l'on demandait dans l'émission, c'est si vous avez des informations, dans le cas de Julie Surprenant, je me rappelle qu'on donnait le numéro de téléphone de la Sûreté du Québec ou donc, est-ce que des gens, suite à l'émission, ont écrit à la Sûreté du Québec, ont donné de l'information à la Sûreté du Québec? J'en ai absolument aucune idée. Nous, on n'a pas eu un suivi là-dessus. Mais cette histoire-là, je dois t'avouer qu'après, dans les années qui ont suivi, on en a fait plusieurs saisons de dossiers mystères. Dans les saisons qui ont suivi, on était plutôt prudent avec ce genre d'histoire parce qu'on avait été un peu échaudé avec l'affaire de Julie Surprenant. Oui. Ben moi, ça a été mon cas dans plusieurs des dossiers aussi sur lesquels j'ai travaillé. Ce n'est pas des histoires qui sont faciles parce qu'on est beaucoup aussi dans l'émotion. Hein. C'est ce que j'allais dire. Les gens, quelque part, quoi qu'on en dise, ces gens-là sont directement impliqués. Ça vient les chercher au trip. Nous, on essaie de faire notre travail de documentaliste, de journaliste. On essaie de faire notre travail. Mais il faut quand même
et moi, je n'ai jamais reproché aux membres de la famille de Julie qui Ouais, étaient contre la diffusion de l'émission, j'ai ouais, jamais eu de grief contre eux. Je les comprends. J'ai de la difficulté à jouer ce jeu-là, à comprendre leur ouais, motivation, mais ouais. sur le plan émotif, je comprends tout à fait qu'ils ont été un peu choqués, parce qu'ils avaient l'impression qu'on ressassait ou on remuait de la vieille boue et Moi, pourtant, l'affaire n'était pas réglée encore. On non, elle n'avait était pas pas peur réglée. et on n'avait Mais moi, pas ça a été sur le côté de la famille Bouillon. J'ai pas OK. eu de problème, mais j'ai eu, des critiques là Oui, assez vives. Mais moi, j'avais retrouvé son ex-épouse, puis j'ai retrouvé aussi une jeune fille qui avait été agressée dans l'appartement où Bouillon habitait au-dessus des Surprenants oui. 2 ans 2 ans avant l'enlèvement de Julie. Amusant ce que tu me dis là, parce qu'encore cette semaine, je parlais avec d'autres collègues et on a parlé, bon, de la mort de Pickton, Robert Pickton, qui est décédé il y a Oui, quelques jours en ouais, prison, un tueur en série canadien. ouais, Je racontais dans mon encyclopédie du crime que j'ai publiée au mois de mars dernier, j'ai consacré 2 pages à Robert Pickton et je racontais que durant le procès de Robert Pickton, il y a une jeune femme. Il faut savoir que ses victimes étaient majoritairement des prostituées ou des junkies qui venaient du milieu, ce qu'on appelle le Red Light de Vancouver, ouais, 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 le quartier chaud. ouais, Donc, il ramenait ses prostituées chez lui. Hein. Lui, il habitait Coquitlam, qui est un quartier un peu, une banlieue en fait de Vancouver. Il élevait des porcs, il avait donc une grande porcherie. Puis c'était assez sordide parce qu'il y avait plein de bâtiments et lui habitait dans une maison mobile qui était un peu en marge des bâtiments. ouais, Et c'était vraiment très sordide. Les policiers me racontaient que, quand ils sont arrivés sur place la première fois, c'était en fait, ils sont arrivés là, non pas pour une histoire de meurtre, mais pour une vérification pour des armes prohibées. On disait que Pickton avait des armes prohibées chez lui. Donc les policiers arrivent là, c'était vraiment là très sordide parce que les cochons étaient partout, il y avait des excréments partout. C'était vraiment là très insalubre comme endroit et au moment où ils sont sur place, ils vont découvrir des cartes d'identité qui appartiennent à des personnes portées disparues depuis plusieurs mois. Et c'est là qu'on va commencer à faire le lien ah, entre Pickton et ouais, ses disparitions. ouais, Mais là où je voulais en venir, il y a une des victimes de Pickton, une quasi-victime de Pickton, une jeune, une jeune junkie de Vancouver qui se retrouve un soir chez Pickton. Donc, ils vont consommer durant la soirée, ils vont avoir des relations sexuelles. Et à un moment donné, elle raconte que durant la nuit, elle se réveille et elle regarde autour d'elle. Pickton n'est pas là. Elle sort à l'extérieur et elle voit les lumières d'un petit hangar pas très loin qui sont illuminées. Donc, elle se dit que, bon, Robert doit être là. Elle va dans le hangar en question et là, écoute, la scène d'horreur, on a l'impression d'être dans Massacre à la tronçonneuse. ouais, ouais, Elle raconte, elle dit, j'entre là, Robert Pickton est là, il a un tablier de cuir comme ceux d'un boucher, hein, et elle dit, il y a une femme qui est suspendue, une femme qui est morte, suspendue la tête en bas, les pieds attachés à ce qu'on appelle un chain block, hein, donc ouais, ouais. une poulie, et il est en train de la dépecer, littéralement. Et quand elle voit ça, il se tourne vers elle, il lui dit, ne parle jamais de ce que tu viens de voir là, parce que la prochaine à finir sur le chain block, ça va être toi. Donc, elle n'a jamais parlé de ça. Ce Aïe, n'est que aïe, durant le procès, hein, elle était ouf. terrifiée par Robert Pickton, et on peut la comprendre. Et ce n'est que lors du procès de Robert Pickton qu'elle va venir témoigner et raconter cet épisode tout à fait étonnant. Justement, tu parles de Picton. Tu sais, il y a eu des tueurs en série, assez importants, surtout américains, hein, on Ouais. s'entend, là. Hem, ben, justement, ça va nous mener, sur notre sujet, que je voulais parler avec toi. Est-ce que tu as entendu parler de la série Netflix, Dahmer, Oui, sur Jeffrey Dahmer? oui, que As-tu j'ai vu. entendu les échos? Ouais, moi aussi, je l'ai regardé, là, qui est très bien, là, soit dit en Oui, une série qui est quand même, très, très bien faite. Mais les familles qui manifestaient contre ça et les victimes aussi qui ont pas été assassinées par Jeffrey Dahmer, est-ce que sur est-ce que toi, tu as ressenti ça un peu cette machination là de surexploitation du vrai meurtre, mais qui va nous mener peut-être aussi à ouais, ton niveau, au niveau du paranormal là, ouais. En fait, c'est toujours un peu la même chose, lorsque on a tendance puis c'est le propre de l'être humain. Si on ne peut pas jeter la pierre à personne, ouais, c'est le propre de l'être humain. Il y a une fascination pour les tueurs en série, hein. Pourquoi? Parce que, bon, les tueurs en série commettent des c'est ça. gestes
qu'on est incapable de comprendre, hein. Je me Effectivement. rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une série pour Canal D, de mémoire. Canal D, c'était les tueurs, crimes occultes et surnaturels. Ouais, Ça, c'est un ouais, ouais, sujet je qui me me rappelle de passionne. ça, ouais. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, les crimes à caractère occulte. Et je Ouais. me retrouve à un moment donné dans les bureaux du FBI et je parle avec des agents qui sont là et je pose cette fameuse question: «Pourquoi est-ce qu'on est si fasciné par Ouais. les tueurs en série?» Et la question qui est venue, hein, j'étais au bureau du profiling, là, les fameux profilers du Ouais, FBI. ouais, ouais, ouais. La réponse a été instantanée. Ça a été, parce que les tueurs en série commettent des crimes qu'on est incapable d'imaginer. Hein, si par exemple, tu ouvres le journal un matin, tu lis une histoire, par exemple, un homme a abattu sa femme ou vice versa parce qu'il y avait un triangle amoureux. Ça ne veut pas dire que toi, en pareille circonstance, tu aurais agi avec la même violence. Mais on est capable de comprendre la motivation, on est capable de comprendre le sentiment. On sait tous à quoi ça ressemble, se sentir trahi, la haine, la colère. Ce sont des sentiments qui nous sont Effectivement. familiers. Mais Mmh. si on ouvre un journal et on lit une histoire où, un peu comme Jeffrey Dahmer, qui amène des gens chez lui, les assassine, perce des trous dans leur crâne pour y vider de l'acide, pour en faire des zombies sexuels, là, on a l'impression de lire un récit qui vient Ouais, ouais, d'une autre planète. Et c'est complètement. justement cet aspect, entre guillemets, «exotique» du crime qui nous envoie complètement ailleurs, qui justifie notre fascination pour les tueurs en série. Le problème à ça, il y a un revers à la médaille, c'est que notre fascination pour les meurtres en série nous fait oublier les victimes. Hein, les gens Exact, qui s'intéressent aux crimes, exact. par exemple, aux tueurs en série, connaissent Ouais, tous le nom de Ted Bundy, mais exact. combien d'entre eux seraient en mesure de te nommer le nom de leurs victimes? On connaît tous John Wayne Gacy, mais qui connaît le nom des victimes de Gacy? Ben, Et c'est un peu comme, les victimes de Polytechnique, hein, qui, tout à fait. Donc, Marc on Lépine, connaît Marc Lépine, mais on ne ouais, connaît pas vraiment le nom des victimes. Et quelque part, je comprends que les proches des victimes se sentent un peu laissés de côté à travers ça. ouais, Parce que on capitalise quelque part, ne serait-ce pas forcément sur l'aspect financier, mais on capitalise sur l'aspect médiatique de la chose en se concentrant sur l'assassin, qui bien souvent est une raclure, là, entendons-nous, et on oublie qu'il y a eu des victimes innocentes derrière. Mais mmh mh. malheureusement, c'est le propre de l'être humain d'être comme ça. Tu sais, Ouais, c'est ça. on est Ben, c'est fasciné peut-être on est ça qui fasciné fait par tu sais, moi, je me rappelle, tu sais, les premiers crimes vraiment qui m'ont passionné, là, et là, on remonte dans les années 80. Ma première fascination pour un tueur en série, c'est Jack l'Éventreur. ah ouais, Bon, ouais, ben, ouais. tu sais, On Jack en avait l'Éventreur, parlé la c'est le dernière fois. summum des tueurs en série. C'est le premier Ouais, véritable tueur en série de l'ère moderne. Il a un aura qui est extraordinaire. Il a également le contexte historique est fascinant parce que si on se ferme les yeux et on pense à Jack l'Éventreur, on retrouve, ce qui a d'ailleurs été exploité énormément au cinéma, on a cette brume londonienne, le bruit ouais, des ouais, roues des ouais, dans les chariots quartiers en bois, sombres, ouais, qui roulent sur le macadam, ouais, les lumières au gaz, qui est presque romantique, hein, je ouais, ouais, dirais, dans cette vision que tout l'on a à de Jack fait. Moi, l'Éventreur. je vois Et l'image. mais ultimement, Jack l'Éventreur a quand même fait minimalement 5 victimes innocentes et on a tendance à oublier les victimes au profit de la fascination que soulève l'assassin. C'est la force également, c'est ce qui nous renvoie au film d'horreur aussi, hein. La qualité du film d'horreur, c'est de nous permettre d'avoir peur tout en étant en sécurité. Ah, donc on est assis Effectivement. confortablement au cinéma et on est terrifié par les images qui défilent à l'écran, mais on est en sécurité. Mais on aime cette adrénaline de la peur, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui nous Effectivement. intéresse également parce que quand on lit les histoires des tueurs en série, ben Mmh. on découvre leurs crimes par procuration, hein. On est confortablement assis dans notre salon, on lit les crimes d'un assassin tout à fait épouvantable, Tout à donc fait. on est projeté dans l'histoire Ouais. sans avoir à vivre la terreur des victimes. Mais encore une fois, ça peut paraître un peu, sordide de voir les choses de cette manière-là, mais malheureusement, l'être humain, il est comme il est et on a cette fascination pour ce qui est des actes ou des actions qui dépassent notre entendement. Effectivement. Ben, je voulais parler avec toi, tu sais, de l'aspect aussi, moral de tout ça parce que moi, je me rappelle, moi, j'ai 3 sœurs, Mmh mh. fait que j'étais entouré de femmes.
Ouais, chanceux. quand j'étais jeune. Et puis, tu sais, mes sœurs allaient au cinéma, puis là, ils se parlaient entre elles des films qu'ils avaient vus, tu sais, parce que Oui. tu avais Vendredi 13, tu as eu Halloween, Michael Myers, Ouais, tous les l'exploitation films du tueur en série, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fictif, mais aussi basé sur des faits, peut-être des faits réels. Je pense qu'il y avait Massacre à la Chainsaw, hein, qui était basé Massacre à la tronçonneuse à la et tronçonneuse. Psycho de Hitchcock. Les 2 Ouais, sont inspirés des crimes effectivement. de Ed Gein dans les années 50, Ouais, là, ouais. c'est ça, exactement. Mais là, tu sais, on parlait beaucoup en fiction, tu sais, à l'époque, mais c'est parce qu'aujourd'hui, là, il y a cette surabondance de podcasts ou d'émissions, tout ça, où qu'on en parle d'une certaine manière à ce que c'est comme si on parlait de fiction. qu'on, Mmh. qu'on- les gens ils sont conscients qu'on va parler de vraies victimes, mais d'un autre côté, tu sais, des fois, là, je vois des trucs passer, là, par exemple, sur des chaînes américaines, des chaînes YouTube, des femmes, des jeunes filles qui font des séances de maquillage en parlant de meurtre. Le gars qui a décapité sa femme à coups de hache, puis là, elle va se maquiller. Là, je me dis, Christy, c'est débile, là. C'est Ouais. une façon de banaliser la chose. Puis là, on va vendre des produits, on va vendre des T-shirts, on va faire des conférences. Puis là, le monde sont là, ils sont joyeux. Puis là, tu te dis, mais Christy, il parle de vrais meurtres, là. Mmh. Il parle de vrais meurtres des victimes. Qu'est-ce que tu Ouais. en penses, toi, de ça? Là, tu vois, il y a 3 éléments qui moi, m'interpellent dans ce que tu viens de dire. D'abord, dans un premier temps, je l'ai mentionné un peu plus tôt, le fait que l'internet, les médias sociaux ont permis de démocratiser Ouais. l'information. Donc, il y a du bon puis il y a du mauvais là-dedans et malheureusement, des gens vont exploiter ça, puis pas toujours, de bon goût. Avouons-le, c'est pas Ouais, toujours de c'est bon ça. goût. Des trucs qu'on n'aurait probablement pas vus dans des grandes chaînes de télévision. Je veux dire, j'imagine mal Radio-Canada ou TVA faire une émission, par exemple, où on parle de crime, puis, je sais pas, j'essaie d'imaginer, moi, Claude Poirier en train de se peigner pendant qu'il parle d'un crime. Ça semble pas vraiment de bon Il y a une goût. éthique, une Oui, ouais, sorte c'est ça. Il y a comme un aspect d'éthique autour de ça. Donc, on a fait ça. Je comprends également que dans le cadre des médias sociaux, on essaie toujours d'attirer une clientèle, à essayer de trouver quelque chose de nouveau, tu sais, de se dire, ouais, bon, c'est je ça. me plante là devant ma caméra, puis je raconte le crime. Bon, ça a été fait 1000 fois. Est-ce que je peux pas Ouais. trouver une façon? Puis bon, je vais prendre 2 femmes qui tricotent, puis elles racontent des crimes tout en tricotant. Puis comme tu dis, il y en a d'autres qui se maquillent. Je n'ai pas à faire un jugement là-dessus, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on doit se questionner sur l'éthique de faire un truc comme ça parce que ce n'est pas qu'un fait divers. On oublie que derrière le fait divers, il Exact. y a des victimes. Et ça, on a tendance Il y à a des l'oublier. gens qui souffrent, là. Voilà. Il y a des gens qui souffrent et des gens qui ont souffert aussi. Ouais, Ne c'est serait-ce que même pour la victime qui n'est plus là, ouais, puis les on peut familles, c'est ça. les familles, on peut s'imaginer quand même que les derniers moments de ces gens-là ont été tout à fait terrifiants. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième élément, et ça, disons que c'est plutôt un combat personnel, mais peut-être que je suis trop vieux, hein, je commence à penser que je suis peut-être trop vieux. Mais moi, je me rappelle quand j'allais à l'université, on avait les cours en communication et en journalisme, il y avait des espèces de règles qui étaient suivies, hein. Je Oui, me rappelle que ce oui, qu'on oui, disait, tout à fait. c'est que d'abord, une information, elle doit être d'intérêt public, hein, c'est Ouais, l'information. Ça a pas d'être, tu sais, si le 1er ministre, par exemple, a détourné des fonds publics, c'est une information d'intérêt public. Mais ce que le premier ministre fait chez lui, par exemple, avec sa femme, c'est pas d'intérêt public. non, c'est Ça, ça. malheureusement, il y a une espèce de voyeurisme Oui, c'est ce qui est que j'allais passé dire. dans la culture populaire. Un voyeurisme qui est un peu indécent, à mon avis, et qui est sans intérêt. En tout cas, pour moi, c'est sans intérêt. Mais ce voyeurisme, il existe. Il ne faut pas se le cacher. Hein, d'ailleurs, euh, je me rappelle, il y a quelques années, avant son décès, j'étais avec Pierre Salinger, qui était le conseiller du président, le secrétaire d'État du président Kennedy, secrétaire de la Maison-Blanche. OK. Et Pierre Salinger me disait, à l'époque de Kennedy, il disait, tout le monde savait, tous les journalistes savaient que Kennedy avait une aventure avec Marilyn Monroe.
qui était très, très courte. Là. Les gens croient que ça a duré des années, mais ça a duré quelques semaines à peine. Mais néanmoins, tous les journalistes savaient qu'il y avait une liaison entre Marilyn Monroe et John F. Kennedy. Mais personne n'en parlait. Parce que ce n'était pas d'intérêt public. Ce que le président fait, c'est ses affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas passer. Hein, je veux dire, dès un président aurait une liaison et ça ferait la une de tous les journaux. C'est une espèce de voyeurisme qui nous éloigne un peu de la nature même de ce que c'est, de ce qu'est la nature d'une information d'intérêt public. L'autre élément qui, moi, m'agace beaucoup, je me rappelle quand j'étais à l'université, mon professeur nous répétait souvent, il dit, le public a le droit à une information complète, de qualité et impartiale. C'était la règle du journalisme. Et on dirait qu'avec les années, ce véritable journalisme s'est fondu dans une espèce de forme de journalisme éditorial. Donc là, les journalistes donnent leurs opinions, commandent des trucs qui ne sont pas nécessairement appuyés par des éléments vraiment concrets. La fameuse règle, hein, moi je me rappelle, il y avait la règle des 3. Hein. Il faut qu'une information soit confirmée par 3 sources indépendantes. Ça a pris le bord, crois-moi, depuis longtemps, parce que j'entends des nouvelles. Des fois, je me dis, mon Dieu, le journaliste s'est pas donné beaucoup de misère pour essayer de trouver une contre-information là-dessus. Donc, ça, c'est un combat qui est plus personnel. Moi, je me sens interpellé par ça, interpellé par la qualité de l'information sur le plan professionnel. Et en même temps, il y a une espèce de coulage qui se fait vers les podcasts, les médias, disons, amateurs. Parce que ils n'ont pas cette règle-là d'éthique. Déjà, si les journalistes des grandes boîtes, hein, des grands réseaux n'ont plus tout à fait cette éthique-là, comment je pourrais reprocher à quelqu'un qui fait un podcast sur les tueurs en série de ne pas avoir le même éthique, de ne pas donner une information qui est vraiment de qualité, de ne pas avoir pris la peine de vérifier ces informations. Et très souvent, ce qu'on retrouve sur les podcasts, ben, c'est un peu du copier-coller Wikipédia. Donc, on décide de faire un truc, par exemple, sur un tueur en série. On a mentionné tantôt Ed Gein. Bon, ben là, je vais taper sur Wikipédia Ed Gein. Je vais avoir 4 pages Wikipédia. Je prends ça, puis je le livre devant la caméra en podcast. Mais il est possible que certaines informations soient inexactes. Je le dis souvent, Wikipédia, c'est une bonne source pour débuter quelque chose, mais ce n'est pas un vrai travail de journaliste. Non, c'est ça. Cette information-là, il faut essayer d'aller voir plus loin, parce qu'il faut le savoir. Wikipédia, tout le monde peut intervenir puis changer l'information qu'il veut là-dedans. Hein. Et parfois, dans certains milieux, il y a une espèce d'idéologie. Dans mon domaine à moi, par exemple, les sceptiques militants. Les gens, je sais que les gens qui nous écoutent vont dire « Oui, mais Christian Page est un sceptique. » J'aime pas prendre position là-dedans. Mais c'est vrai que dans l'univers du paranormal, il y a des sceptiques militants, puis plus que militants, ils sont agressifs. Donc, toute l'information qu'on retrouve sur Wikipédia, dès qu'elle est proposée par des gens qui vont évoquer une information de qualité, par exemple, sur la perception extrasensorielle ou des recherches tu peux être certain là, que derrière, là, dès que l'information est mise en ligne, il y a un sceptique militant qui va aller là, va la changer. Donc, éventuellement, quand on lit sur Wikipédia, et je parle essentiellement dans le domaine du paranormal, quand on lit des trucs sur Wikipédia, c'est très souvent coloré à la saveur des sceptiques militants qui n'aiment pas trop voir une information qui viendrait contredire. Sais-tu qu'on est dans une époque comme ça, un peu, Christian, où ça a toujours été, où c'est plus agressif aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que quand tu ne penses pas comme l'autre, là, comme ton voisin, ben, tu deviens son ennemi. Je suis polarisé au bout. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me rappelle. Depuis la pandémie, même, je te dirais. Là, oui, la pandémie a exacerbé. Exacerbé, oui, c'est ça que j'allais dire. C'est des réflexions qu'on doit se faire. Hein. Moi, je me rappelle, là, les gens disent « Oh, c'est parce que c'est un vieux. » Mais moi, je me rappelle, dans les années 70, quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, dans les années 70, on pouvait réunir autour d'une table des gens qui n'avaient pas nécessairement les mêmes opinions. Hein, on échangeait. Puis des fois, c'était des échanges qui étaient corsés, hein, entendons-nous. Mais dans le respect. C'est ça. Donc, à quelques reprises, là, le ton a pu monter. Moi-même, je me rappelle, dans des débats avec des sceptiques, tout ça, le ton a monté. Hein. Mais c'était fait dans le respect. C'était pas.
Et pour moi, ça a toujours été la même chose. C'était vrai il y a 40 ans, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Quand ton argument, c'est une insulte, c'est parce que tu n'as plus d'argument. L'insulte, c'est le dernier argument de celui qui n'en a pas. Il faut toujours C'est se ça, rappeler de ça. exactement. Donc, on arrivait à échanger, même si on n'était pas d'accord avec l'opinion de l'autre, puis ça donnait des échanges, souvent, comme je l'ai mentionné, des bras de fer intéressants. Aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas sociologue, mais c'est vrai qu'on doit réfléchir à ça. Est-ce que ce sont les médias sociaux? C'est vrai que la pandémie a exacerbé un peu ces réactions très épidermiques. Hein? Oh, dès qu'on Ouais, se sent un ouais, peu agressé, ouais, et ouais. là, c'est l'insulte. Je ne C'est sais pas. religieux, on dirait que c'est religieux, tu Oui, sais. voilà. Tu as C'est comme ça. un discours qui est excessivement polarisé. C'est tu es Ouais, avec moi ou tu es contre moi. exact. Et ça, c'est un peu triste parce qu'il n'y a rien de constructif là-dedans. Moi, je ne Non, demande pas non, aux gens dans mon domaine de l'univers du paranormal, je n'ai pas toutes les réponses. il n'y a pas d'évolution possible, tu Non, sais. c'est ça, j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas, j'ai commis des erreurs, hein. Il y a des choses que j'ai crues, puis comme on l'a Mmh. mentionné, hein, des nouvelles informations m'ont fait changer d'opinion. C'est tout à fait c'est le propre de l'investigation. Il faut se rappeler que la qualité première d'un mystère, c'est qu'il soit possible de le solutionner, hein. Ouais, C'est exactement. l'objectif même d'un mystère, c'est d'y trouver une solution. On dirait que dans cet univers-là, les gens, on a un mystère, puis c'est parfait, on le met dans une bouteille, il faut que ça reste un mystère pour toujours. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, on doit essayer de faire un peu ce travail-là. Puis malheureusement, ben, comme tu dis, c'est très, très polarisé. Puis Ouais. l'insulte est souvent la première Souvent réaction. de mise, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, juste pour conclure, sur les podcasts, puis je suis d'accord avec toi que, tu sais, mais il y a du bon podcast, hein, il y a des bonnes Ah oui, émissions, oui. de podcasts. Moi, j'ai un faible particulièrement pour les grandes enquêtes, hein, que Mhm. ce soit documentaire ou que ce soit dans les séries podcasts, parce que tu te souviens, le célèbre podcast Serial, qui était Ouais. sorti en 2014, je crois. Ben, c'est une grande enquête. Puis c'est là qu'au moins on apporte des pistes, on apporte des questionnements puis tout. C'est pas juste de raconter ce que tout le monde sait déjà ou que Mhm. un podcast X, Y, Z va raconter exactement ce que l'autre podcast a déjà raconté. Là, tu te ramasses avec une surabondance de podcasts, puis d'émissions, puis de ci, puis de ça, puis tu te dis, ben, en bout de ligne, ça va-tu vraiment apporter quelque chose, tu sais? Parce que, tu sais, Souvent, quand c'est des informations contradictoires qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas ben, c'est été ça. vérifiées. Ben, là, on prend des coupeurs de journaux, puis on va répéter un peu ce que tout le monde sait. Mais ça m'amène au Puis point, puis en toi, même temps, je viens de dire qu'en même temps, le podcasteur, donc celui qui livre l'information, il est souvent lui-même biaisé par ses propres croyances. Tu sais, par exemple, si toi tu crois que tel assassin, par exemple, que Jack l'Éventreur, c'est un proche parent de la famille royale, ben, toutes ouais, les informations qui iraient en contradiction avec cette théorie-là, ouais, tu vas littéralement les mettre de côté. Tu vas ouais, ne livrer que les informations qui vont servir à c'est ça, alimenter ta théorie. Et c'est ça, ça. c'est un peu triste parce que c'est pas un véritable travail de journaliste. On ne doit pas Non, travailler de cette manière-là. de cette façon-là, effectivement. Mais toi, Christian, qu'est-ce qui t'a amené justement à te questionner par rapport aux grandes fraudes du paranormal? Parce que là, tu as consacré un livre là-dessus, parce qu'on avait déjà discuté dans le passé par rapport aux médiums, etc. Parce que ça rejoint un peu ça dans le sens qu'il y a une exploitation. Tu peux-tu nous en parler un petit peu, Mais oui, toi? en fait, moi, quand je parle de grandes fraudes du paranormal, ce sont des fraudes qui se sont inscrites et qui sont devenues avec le temps de véritables vérités. Hein, il y a des histoires qui Ouais, sont devenues des vérités. Donc, et ce sont des vérités qui continuent d'être mentionnées ou d'être exploitées dans l'univers du paranormal. Et certaines de ces fraudes, parce que bon, un mais médium peut raconter quand tu n'importe. dis des fraudes, toi, c'est des fraudes, c'est des gens qui font carrément de l'argent, là, puis Oui, oui, c'est ça. Donc, une fraude, parce qu'il y a l'ignorance ou disons, l'ignorance ou les croyances peuvent entraîner des prises de position
qui pour certains seront littéralement des fraudes, mais elles ne sont pas volontairement dans ce sens-là. Alors qu'il y a des gens dans cet univers-là qui se sont dit, ben voilà, il y a un filon à exploiter et je vais l'exploiter. Là, tu Hein? en as dans tout, là, dans les extraterrestres, les ovnis, Les les médiums. extraterrestres, les grandes énigmes de l'histoire, la cryptozoologie, donc l'histoire des animaux inconnus de la science. Il n'y a pas un domaine. Dès il y a des dollars à faire, tu peux être certain que Mais des c'est gens quoi? vont. Ils vendent des t-shirts, ils vendent ils Ben, font des livres. Ils font des livres, peut-être j'imagine. l'une des histoires que les gens connaissent bien, parce Ça, qu'on c'est en a. plus ton domaine, là. Ouais, une histoire qu'on connaît bien ici au Québec parce qu'on l'a vécu de près. Prenons par exemple l'autopsie de l'extraterrestre. Donc, Ah oui. depuis les années 40, il y a cette rumeur qu'un objet volant inconnu se serait écrasé dans le La désert zone de l'Alaska. 51. Hein? La zone Ben, 51. c'est là qu'on l'aurait transporté éventuellement, mais l'histoire commence. On est à l'été de 1947. Les dates varient un peu, c'est à partir de la mi-juin jusqu'à la première semaine de juillet, on ne sait pas trop, mais durant cette période de 3 semaines à peu près, il y a un objet qui tombe sur un ranch au Oui. Nouveau-Mexique. On dit le ranch Foster, mais à ce moment-là, le locataire est un dénommé Mac Brazel. Donc, Brazel va récupérer ces débris et va les ramener au bureau du shérif en disant, ben voilà, j'ai trouvé des débris, c'est un peu étrange, ça ressemble à du papier d'aluminium, il y a comme des petits bouts de bois, des petites poutres en métal, puis ils disent, c'est probablement un engin militaire. Le shérif va contacter la base militaire locale, la base militaire de Roswell, qui vont envoyer 2 personnes sur place, ils vont récupérer les débris, et puis éventuellement, 48 heures plus tard, l'objet est transféré à la base de Fort Worth au Texas, et le directeur, le général des forces interarmées dit, dénommé Roger Ramey, dit voilà, c'est un ballon sonde, donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat, merci, passons à autre chose. Donc, cette histoire-là, éventuellement, va gonfler avec les années, les décennies, Ouais. elle va devenir de plus en plus grande. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Là. Puis là, éventuellement, quelqu'un dit oui, mais mon père connaissait quelqu'un qui dit que c'était pas un ballon sonde, qu'il y avait des cadavres d'extraterrestres. Donc, tu vois, l'histoire se gonfle. Et éventuellement, au milieu des années 90, les autorités militaires vont arriver avec 2 rapports assez volumineux dans lesquels ils disent non, non. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de volonté de substituer la réalité, mais ce n'était pas pour cacher des extraterrestres, ce n'était pas pour cacher une soucoupe volante. Ce qui était visé, c'est il y avait à ce moment-là un projet ultra secret de l'armée américaine qui s'appelait le projet Mogul. Et les militaires croyaient que s'ils pouvaient placer en haute altitude des appareils acoustiques, ils pourraient documenter des explosions atomiques du côté de la Russie. Donc, c'est un projet qui était top secret, qui va éventuellement être remplacé par les programmes des avions espions fin des années 50, début des années 60. Mais à ce moment-là, on n'avait pas d'avions espions, donc on utilisait ces ballons. Et c'est l'un de ces ballons qui serait tombé sur le ranch de Mac Brazel OK. qui aurait soulevé tout cet intérêt-là. Le reste, c'est de la légende urbaine. Mais on comprend que cette histoire-là, elle est très importante pour les amateurs d'ovnis. Et c'est là qu'arrive l'escroquerie. Il y a un type qui regarde ça, il se dit ouais, mais il y a peut-être de l'argent à faire avec ça. Et il Ah, va vendre un film à un moment donné, en plein dans ce brouhaha-là, alors que les militaires et les amateurs d'ovnis se livrent un véritable bras de fer. Est-ce que c'était le ballon Mogul? Est-ce qu'on a caché un extraterrestre? Est-ce qu'on a caché une soucoupe volante? Arrive ce producteur britannique qui dit ah, by the way, j'ai rencontré un photographe de l'armée américaine qui m'a vendu 22 bobines de films qui montrent l'autopsie d'un extraterrestre en noir et blanc. Et là, wow. éventuellement, il va diffuser ces images-là. Ici, au Québec, les images vont être diffusées dans le cadre de l'émission Claire Lamarche. Ah! Je m'en allais t'en parler. Je m'en L'émission. allais t'en parler. Tu me sors les. Parce que c'était 2 frères de la Les frères compagnie d'effets Gosselin, spéciaux Twin FX. c'est ça. Donc, les frères Gosselin. Puis Gosselin, voilà. c'est amusant Ils ont parce que dit les on frères. va la faire, nous autres, donnez-nous une semaine, je sais pas Voilà, parce trop. que les frères Gosselin, c'était un peu ce qui était amusant parce que l'émission, il y avait des émissions qui avaient déjà été diffusées en Claire Ouais, ouais, Lamarche, n'était pas la ouais, première. ouais. On avait acheté les droits, puis là, bon, le temps de montage, TVA s'était fait prendre de vitesse par Fox aux États-Unis, qui avait présenté un documentaire Ah ouais. là-dessus, Alien Autopsy, Fact or Fiction. Et dans ce Fact or Fiction, il y avait des légistes qui étaient venus pour dire ben, on dirait que les médecins sont des vrais médecins, leur comportement semble correspondre à un légiste. Et il y avait même Stan Winston, qui est un spécialiste des effets spéciaux, à Absolument. qui on doit notamment les dinosaures qui est décédé depuis, mais on Ouais, doit Jurassic Park, absolument. Terminator.
Voilà. Et Stan Winston avait dit, à mon avis, c'est impossible de produire un mannequin de cette qualité-là. Bon, évidemment, ce qu'on a appris par la suite, on avait quand même coupé, il y avait eu un petit montage, on avait assuré à Stan Winston que le film avait été prouvé qu'il datait de 1947. Or, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. Mais sur la foi, on comprend que ça, on l'a enlevé au montage, mais Ouais. sur la foi, parce que Stan Winston, dans le fond, sa phrase au complet était si le film a été fait en 1947, il aurait été impossible de produire un mannequin de cette qualité parce qu'on n'avait pas le latex, la mousse comme on a aujourd'hui. Ben, on a enlevé ce petit bout-là, puis on a un qu'un Stan Winston qui dit c'est impossible de faire un mannequin comme ça. Ah, bye Mais bye. quand ça a été présenté, effectivement, les frères Gosselin étaient dans la salle à la première émission et ils ont manifesté un sérieux doute. Ils ont dit bon, OK, Je me souviens. on n'a pas Je la preuve. l'avais vu. Voilà, ils ont dit oublions le fait qu'il a été fait en 1947, on n'a pas la preuve de ça. Mais si aujourd'hui on devait faire ça, puis là, même, il y avait même des gens qui s'étaient avancés en disant même si on le faisait aujourd'hui, ça coûterait des milliers de dollars produire un mannequin comme celui-là. Et les frères Gosselin avaient dit pas du tout. Nous, on fait de l'animatronique, on fait toutes sortes Ouais. de mannequins pour le cinéma. Faire un mannequin comme ça, c'est quelques centaines, sinon quelques milliers de dollars. Merci, bonsoir, et l'affaire est réglée. Et Claire Lamarche avait pris la balle au bon en leur proposant de refaire le film de Pouvez-vous le l'autopsie. faire? Ouais, c'est ça. Et effectivement, 6 semaines plus tard, les frères Gosselin ont présenté leur film, leur parodie, appelons ça comme ça, de l'autopsie de l'extraterrestre. Et Ouais, c'était tout à fait bluffant. Hein, leur tout à fait. bonhomme, ça fonctionnait parfaitement. Tout à Et fait. s'ils estimaient le temps investi, en matériaux, ça avait coûté 500 dollars. La mousse, le caoutchouc, tout le reste, le latex, ça avait coûté 500 dollars. Et s'ils évaluaient le nombre d'heures qu'eux avaient investi pour produire ça, on était aux alentours de 2000, 3000 dollars seulement. Donc, on était loin du demi-million de dollars avancé par Aïe, ça. aïe. Ouais. Mais dans ce cas-là, Ray Santilli, donc le type qui a proposé ce film-là, qui a multiplié les mensonges là, pendant des mois et des mois, c'est un militaire qui m'a vendu les bobines. Les bobines, j'en ai 22, 16 mm. On voit ceci, on voit cela. Ben, il a multiplié les mensonges et ultimement, son film lui a quand même rapporté 6 millions et demi de dollars. Donc ici, on est vraiment là, dans Dans l'univers. ce temps-là, Oui, et aujourd'hui, même aujourd'hui, il n'a pas baissé les bras hein, parce qu'il a changé sa version de l'histoire. Quand éventuellement on a wow. démontré que le film était une fraude, Ray Santilli a dit OK, je l'admets, vous avez raison, c'était une fraude. Mais j'ai vraiment eu entre les mains un vrai film de l'autopsie de l'extraterrestre. Donc, il existe ce film-là. Mais il dit, le temps que j'ai le film entre les mains, quand on a commencé à l'utiliser, la pellicule avait été mal conservée et le film s'est détérioré trop rapidement. On ne pouvait plus l'exploiter. Mais comme moi, je l'avais vu, le film de l'autopsie, j'ai demandé à des collègues autour de moi de reproduire le film sur la foi de ce que j'avais vu. Donc, le film n'est pas vraiment une fraude, il est simplement une Oui, reconstitution oui, oui, d'un oui. vrai film que moi j'ai vu. Ouais. Et encore, hein, pour te montrer qu'il ne baisse pas facilement les bras, et il y a encore des gens qui croient ça. Des gens ont avalé cette seconde mouture. Et tout récemment, en 2021, juste avant la COVID, Ray Santilli a essayé de mettre en vente aux enchères sur un réseau qui s'appelle NFT, qui se spécialise dans la vente des droits d'auteur et d'œuvres numériques. Il a remis un petit bout de celluloïde où on voit le fameux extraterrestre autopsié. Hein, donc, c'est une image seulement. Et il l'a mis en vente pour 1 million de dollars. Puis, Il n'a pas trouvé de preneur. Bon. Mais ça nous montre que c'est une fraude qui était particulièrement lucrative de la part de Ray Santilli. C'est capoté de t'entendre raconter ça. Moi, je n'avais pas tous les détails. Je me souvenais de la Claire Lamarche, l'autopsie de l'extraterrestre, mais donc, ça, ici, on est en présence d'une très bonne fraude. Hein. On voit que ça a été réfléchi. Certaines histoires de fraude en sont dignes de scénarios hollywoodiens. Là. Hein, ces gens-là, on n'a pas simplement pris un médium qui raconte n'importe quoi. Là. On s'est donné la peine de créer des fausses preuves, des falsifications de documents. Écoute, je me rappelle dans l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre, Ray Santilli avait exhibé un certificat de Kodak qui disait « Le film date de 1947 ». C'est un peu sur la foi de ça, d'ailleurs, que Stan Winston s'était engagé.
Mais quand moi, j'ai vu ce certificat-là, j'ai contacté le bureau de Kodak à Londres et j'ai OK. parlé avec le directeur du laboratoire qui s'appelle Peter Milson. Et Milson m'a raconté une toute autre histoire, hein. D'ailleurs, je l'ai par écrit. J'avais demandé de m'envoyer ça par écrit. Il dit, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Il dit, Ray Santilli, il faut se rappeler que le Ray Santilli en question, en Angleterre, dirige une petite boîte de production qui s'appelle Merlin Production. Et eux se spécialisent dans le repiquage de vieux films américains, Charlie Ah ouais, c'est Chaplin, long. Laurel et Hardy et compagnie, là, tu vois le genre. Et Peter Milson me dit, un matin, Ray Santilli s'est présenté à nos locaux avec une amorce de film. Une amorce, c'est ce petit bout de pellicule vierge d'image qui sert à accrocher le film sur la bobine de métal. Il me dit, mais il est arrivé avec une amorce, il nous a demandé d'analyser l'amorce. L'amorce provenait d'un film de 1947, ça, il n'y a pas de doute. Le codage sur le bord de la pellicule montrait bien que c'était un lot de films produits en 1947. Mais il dit, sur l'amorce, il n'y avait aucune image. Fait que quand Ray Santilli exhibe le certificat de Kodak en disant Kodak a analysé mon film, en fait, c'est pas tout à fait de la vérité. Kodak ont analysé l'amorce d'un film qui lui a présenté comme étant le soi-disant provenant apparemment du film de l'autopsie. Il est Mais eux, wise, on n'a hein? jamais eu la certitude de ça. Donc, Aïe, on voit aïe. que c'est vraiment de la mauvaise foi, de la manipulation pour pouvoir présenter des preuves de manière à convaincre le public. Et Ray Santilli a empoché énormément d'argent sur cette Ouais, histoire. ouais. Mais, tu sais, je me souviens aussi à une certaine époque, les médias, ben, les journaux surtout comme la Presse, le Journal de Montréal, ils en parlaient beaucoup, tu sais, d'apparitions. Ouais, Tu sais, des gens qui avaient vu des humanoïdes ouais. dans le bois, puis tout ça. Mais est-ce que tu as déjà vu des gens aussi associer des enlèvements ou des choses comme ça en lien avec ces événements-là? As-tu vu des cas typiquement québécois, par exemple? De gens qui disent au Québec Ouais, avoir été enlevés? Ah, bien ouais, sûr. Je veux dire, il y a un animateur de radio qui vit maintenant dans la région de Gatineau, qui a fait beaucoup parler de lui à Québec, qui a écrit beaucoup de livres, et qui lui fait de son pain et son beurre les enlèvements extraterrestres. OK. Donc, il a toute une gamme de gens qui l'ont contacté en disant, ben voilà, on a été enlevé par des extraterrestres. Et lui, son discours, c'est ces gens-là disent la vérité, ils racontent une histoire et tu sais, parmi les arguments qu'ils présentent, c'est de dire: «Ces gens-là racontent tous une histoire qui se ressemble les unes et les autres. Donc Ouais. ces gens-là ne se connaissent pas. Donc si ces gens-là ne se connaissent pas, comment pourraient-ils raconter des histoires qui sont très semblables s'ils n'ont pas vécu une expérience qui est analogue?» Mais est-ce qu'il était couché sur une table, il s'est fait rentrer de quoi dans Ouais, ouais, le c'est ça. Donc, derrière? ils ont tous ce même récit. Le problème là-dedans, puis c'est ça ce qui ça me place, moi, toujours un peu en porte-à-faux par rapport aux gens de ce milieu-là. Moi, ce que je dis, dans le fond, Christian Page ne dit jamais rien. Christian Page ne fait que rapporter des choses. Ouais, ouais, Donc, ouais. quand ces gens-là nous disent ça, bon, partons de ce principe-là. Les gens racontent une histoire et l'histoire qu'ils racontent, elle semble crédible parce qu'ils racontent une histoire qui se ressemblent les unes les autres et ces gens-là ne se connaissaient pas. Mais il faut savoir, puis là, les gens qui nous écoutent peuvent faire l'exercice, là. Moi, je ne dis rien, là. Mais à la fin des années 70, début des années 1980, il y a un professeur d'anglais qui s'appelle Alvin Lawson, qui était professeur à l'Université de Californie. Il lui aussi s'est trouvé interpellé par cette question-là. Comment des gens peuvent-ils raconter des soi-disant enlèvements par des extraterrestres alors qu'ils ne se connaissent pas et décrivent des expériences analogues? Donc, ce que ce Alvin Lawson a fait, il a pris un groupe d'étudiants OK, qui n'avaient aucun intérêt pour la question des ovnis, rien du OK. tout. Il les a placés en état d'hypnose, hein, parce que souvent, hein, Ouais, ces témoignages-là sont obtenus ouais, sous hypnose. Donc, il place ces étudiants-là sous hypnose et il leur demande de décrire, hein. Aucun d'entre eux ne s'intéresse aux ovnis, aucun d'entre eux ne lit de livres sur les ovnis et aucun d'entre eux n'a la prétention d'avoir été enlevé par des extraterrestres. OK. Donc, il leur pose comme postulat, il dit: «OK, maintenant, vous allez me décrire un enlèvement extraterrestre comme si ça vous était arrivé».
Et à son grand étonnement, il a découvert que l'ensemble des témoignages de ses étudiants, choisis au hasard, étaient tout à fait identiques au véritable récit des gens qui disaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, les conclusions d'Alvin Lawson s'imposent d'elles-mêmes. La culture de l'enlèvement, des petits gris, des soucoupes volantes, il est tellement omniprésent dans la culture populaire qu'il n'y a plus personne qui peut dire j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais Non, pas comment ça pourrait se passer. Dès qu'on demande à des gens décrivez-nous des extraterrestres, ils vont tous te répondre. Ils sont petits, ils sont gris, puis ils ont des yeux bridés. Puis décrivez-nous un enlèvement, ils vont vous décrire ça avec la sonde anale et tout le reste. C'est un ouais, peu ouais, la même chose, comme si on demandait aux gens de décrire le diable, même s'ils ne l'ont ouais, jamais vu. Ils vont toujours dire ben, il y a des pieds fourchus, puis il y a des cornes, puis il y a une fourche. c'est ça. Même si on ne l'a jamais vu. Donc, cet argument-là, il n'est pas recevable. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas vécu une expérience, Mhm, mhm. mais cet argument-là n'en est pas un. Il faut trouver autre chose. Et l'autre chose, ben, beaucoup de gens vont dire oui, mais ils ont témoigné sous hypnose. Et Ouais, l'hypnose, pour bien des gens, c'est un peu comme un sérum de vérité. Mais c'est assez amusant que de voir que l'hypnose, aujourd'hui, n'a cette qualité-là ou cette réputation-là que dans l'univers du paranormal. Dans toutes les autres sphères d'activité, en psychologie, en psychoanalyse, dans le domaine policier, on le sait tous, l'hypnose et la mémoire, ça ne fonctionne pas. Au ouais, c'est ça. contraire, placer quelqu'un en état d'hypnose, c'est ouvrir la porte au fantasme. Donc, il Ouais, faut éviter. Et depuis quelques années, tu le sais comme moi, dès qu'un témoignage est présenté devant un tribunal et qu'on évoque l'hypnose, le témoignage est immédiatement rejeté. c'est comme la polygraphe, là. Voilà, donc cet argument-là non plus, il est plus valide, tu sais. Donc l'hypnose n'est pas un bon mécanisme pour aller réveiller la mémoire. Et il y a des ouvrages écrits par des fois, les amateurs d'ovnis devraient mettre de côté leurs livres sur les ovnis et lire des livres de science. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits, notamment en psychologie ou en psychiatrie, qui racontent que parce qu'il était un temps dans les années 80, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait jaser ensemble. Ouais. Dans les années 80, s'est développé ce qu'on appelait la peur satanique, hein. Les satanistes étaient partout, ils avaient envahi les écoles, Je me il y avait rappelle, mais on avait parlé dans, ouais, c'était un peu tentaculaire, tout ouais, c'était la grande peur satanique. Et dans cette peur satanique, il faut se rappeler qu'au début des années 80, il y avait une croyance qui voulait que si tu étais victime d'un événement qui était particulièrement troublant et choquant, ton cerveau avait la capacité de prendre cette information et de la placer comme dans une espèce de petite boîte, ce qu'on ouais, appelle la mémoire occultée, et à ton insu. Donc, soudainement, tu ne te rappelais plus de ça, tu pouvais vivre une vie normale pendant 20, 30 ou 40 ans, et soudainement, quelqu'un te plaçait en état d'hypnose et ramenait à ta mémoire ce souvenir oublié. C'est ce ouais, qu'on ouais, appelle ouais, la ouais. mémoire occultée. Dans Ouais. l'univers des amateurs d'ovnis, on joue beaucoup sur cette idée de la mémoire occultée. Les gens se font enlever par des extraterrestres, mais ils ne s'en souviennent pas. Et là, on les met sous hypnose et soudainement, on ramène à leur mémoire le souvenir de l'enlèvement. Ça ne fonctionne pas. La mémoire occultée, lâchez les livres d'OVNI, lisez quelques ouvrages sur la psychologie, la psychiatrie. La mémoire occultée, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Si tu ne te rappelles pas d'un événement, c'est parce que cet événement-là probablement n'a jamais existé ou tu l'as simplement oublié. Puis si tu l'as oublié, il n'y a rien qui peut le ramener à ta mémoire. L'idée de cette petite boîte dans laquelle on cache quelque chose, ça Ouais. fonctionne pas. Tu peux volontairement, tu as vécu par exemple des gestes abusifs quand tu étais dans ton enfance, tu peux volontairement ne pas vouloir t'en rappeler, mais tu le sais qu'ils sont là. Hein, c'est comme Mm. si tu te faisais une barrière toi-même. Tu dis, je sais que j'ai été abusé, mais je préfère ne pas m'en rappeler. Ouais, C'est un exact. sujet que Ouais, j'aime mieux ne pas me rappeler. Mais tu sais qu'il est là. Il est quelque part enfoui, il est là. effectivement. Donc, entre cette mémoire que je dirais étouffée et la mémoire occultée, il y a un monde entre les deux. La mémoire occultée, elle n'existe pas. Donc, Mhm. utiliser l'hypnose pour amener des gens à raconter des enlèvements, ça ne fonctionne pas. Mhm. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas été enlevés par des extraterrestres et qu'ils n'ont pas vécu une expérience. Mais les outils qu'on utilise pour y arriver ou pour asseoir cette croyance-là, ce ne sont pas des bons outils, ça ne fonctionne pas. Mhm. OK, mais les gens qui disent qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, c'est toujours la question qui revient. Comment ces gens-là ont pu être enlevés par des extraterrestres, puis que là,
j'ai de la difficulté avec ça. J'ai de la misère à croire à ça. Tu n'es pas le seul. Écoutez, ça se peut, là, mais en tout cas, je sais pas. Il me semble que c'est trop. Le problème dans ce que tu évoques, Stéphane, c'est qu'il y a comme un moment donné où c'est de croire que le monde ne peut pas évoluer. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est une pensée qui est un peu des années 50. On se rappelle, bon, les années 50, 60, c'est la conquête de l'espace, on envoie des hommes sur la Lune, on regarde la science-fiction, puis on s'imagine des extraterrestres, les envahisseurs de Mars qui arrivent avec le fusil laser, puis enlèvent des gens. Et dans ce contexte-là, l'enlèvement par des extraterrestres était une espèce de suite logique. Hein? Si on les visitait, tu sais, dans le fond, les extraterrestres, c'est un peu comme les astronautes d'une autre planète. Hein? Ils viennent ici avec le vaisseau. Tu sais, quand tu étais petit, puis tu regardais la guerre des mondes, je ne sais pas combien de fois, la guerre des mondes. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai vu ça, là, voilà, donc ça tenait la route dans une philosophie des années 50 et 60. Absolument. Et on voyait ça, et les gens qui disaient avoir été enlevés, c'est un phénomène qui apparaît dans les années 60, qui va se multiplier dans les années 70. Ça fait, encore une fois, c'est dans une foulée ou dans une suite logique d'une pensée de science-fiction des années 50 et 60. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en 2024. Et en 2024, on voit, comme par exemple… Comme on disait tantôt, avec toutes les technologies. Voilà. Et même là, aujourd'hui, avec les effets spéciaux, tu peux t'en inventer des preuves. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, même dans le domaine de l'espace, on se rend compte qu'avant d'envoyer des vaisseaux habités vers des mondes lointains, on va utiliser des robots. On le fait, par exemple, pour Mars, on le fait pour explorer les planètes proches, comme Jupiter, Saturne, là, qui sont, quand je dis planètes proches, je veux dire des planètes dans notre système solaire. On n'est pas encore passé avec des exoplanètes ailleurs. Donc, on utilise des sondes et c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup plus économique également que de faire ça. Donc, on voit cette vision-là, la vision de l'astronaute sur la Lune qui débarque du LEM avec c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. On se rend compte que ça s'inscrivait dans une philosophie des années 60, mais aujourd'hui, en 2024, on s'éloigne de cette vision-là. On veut retourner sur la Lune, mais pas pour dire un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité, parce qu'on veut établir des plateformes pour éventuellement aller vers Mars et pouvoir envoyer des sondes vers d'autres planètes. Dans cette vision-là, on est seulement en 2024, mais on se dit que si une civilisation plus avancée venant de d'autres régions de notre galaxie nous visitait, ben on suppose qu'il n'enverrait pas des gens, des beaux extraterrestres avec des costumes en lycra. Tu sais, il enverrait probablement des sondes robotisées. C'est la façon de faire, c'est plus économique et beaucoup moins dangereux. Donc, depuis des décennies, voire des siècles, on devrait être observé par des robots. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On a des beaux extraterrestres en costume de lycra qui sortent de soucoupe volante de modèle 1950. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ensuite de ça, quand on allait, dans les années 50, 60, on allait étudier des animaux dans des régions reculées du monde, puis on les observait. Mais là, à un moment donné, avec l'avènement des technologies, l'avènement de l'ADN, du clonage, ça veut dire si les extraterrestres sont si préoccupés par comment fonctionnent les humains, ils n'ont qu'à en enlever un et à le reproduire, le cloner en laboratoire, puis ils vont pouvoir avoir du matériel ad vitam aeternam. Tu sais, il y a comme des concepts qui fonctionnent. Il n'y avait pas un bébé, là, il y a une couple d'années, qui avait été cloné en laboratoire. C'est Raël qui avait fait ça. Donc, on voit que plus les années s'écoulent, plus ce folklore des ovnis est de plus en plus en marge de ce que la science nous présente. Tu sais, je veux bien là, les pilotes militaires américains qui ont vu des ovnis, mais de toi à moi, des civilisations extraterrestres qui viendraient de planètes qui sont situées à des années-lumière de la Terre pour venir se coltiner avec les F-35 de l'armée américaine. Ça ne paraît pas très crédible. Exactement. Je peux comprendre que les Chinois, les Chinois peuvent le faire, les Russes, mais des extraterrestres qui viennent se frotter avec les F-35 de l'armée américaine, c'est pas vraisemblable. De toute façon, je pense qu'il se faudrait pas mal de nous autres. Si on peut s'évoluer, là, il n'y aurait pas de temps à perdre avec nous autres. Je me rappelle le film, je me rappelle plus, je crois que c'est 2017, 2018, dans ces eaux-là, le film de Denis Villeneuve, qui s'appelait L'arrivée ou Premier contact. En France, c'était L'arrivée, ici, Premier contact.
moi, je pense, puis c'est mon opinion personnelle, mais si éventuellement on est visité par des extraterrestres, c'est un peu de cette manière-là que ça va arriver. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils Ouais, n'iront pas se cacher derrière un buisson pour rentrer une sonde anale dans le derrière de M. Tremblay, là. Ils vont arriver, ils vont être là. Ou bien, s'ils sont très avancés sur nous, ils vont nous, ils vont nous exact. coloniser. Ou bien, s'ils veulent vraiment un contact, ils vont tenter un contact. Mais tu sais, ils n'iront pas se cacher derrière un buisson ou essayer de lui secourir pour les tester contre les F-35 de l'armée Exact. américaine. C'est C'est pas ça. vraisemblable. Il y a comme quelque chose là-dedans. Et j'ai l'impression que plus on va avancer dans le domaine de la science, plus on va Oui, voir cet écart-là. Et cet écart-là, même, je te le dis là, en privé, là, mais même les amateurs d'OVNI commencent à le voir. Parce que là, il y a de nouvelles hypothèses. Les ovnis ne seraient plus des engins extraterrestres, ce seraient des engins qui viendraient d'une autre dimension, ce seraient des phénomènes de nature surnaturelle. Donc, on voit qu'on essaie de changer le phénomène pour essayer de le justifier dans une espèce de culture populaire qui fonctionne de moins en moins bien. Mais c'est un sujet qui est fascinant, on pourrait longuement parler. Le sujet Ouais. des ovnis me fascine, bien sûr, comme plein d'autres Ben sujets. oui, ben C'est effectivement, la parce que sociologie des choses qui m'intéresse. ouais, ben effectivement, parce que tu sais, moi je me rappelle même des années 80, 90, là, les émissions ésotéristes J'utilise expérimental avec Richard Glenn. ouais, c'est ça, avec Richard Glenn. Il y avait aussi, ben, tu sais, on voyait beaucoup Raël là, à la télé, là, dans Oui, des entrevues partout. ça a Il, été, il était même passé à Tout le monde en parle, mais là, oui, le Québec a été un peu la terre d'asile pour Raël, qui était tombé un peu en disgrâce en France, donc il est venu au ouais, Québec. Puis au Québec, on était un peu à la remorque, on était un peu en retard sur ce qui se faisait déjà depuis un certain nombre ouais, d'années. ouais, Aux ouais, ouais, États-Unis, tu sais, on avait connu tout le mouvement Peace and Love, c'est Woodstock et ça. tout le reste. Nous, on était un peu en retard. Et quand Raël arrive à la fin des années 70, milieu des années 70, le Québec est prêt pour ça, hein. On amorce, nous aussi, notre virage ésotérique et mystique. Tout à Donc, fait. Raël, écoute, il tombe dans un terreau qui est excessivement fertile lorsqu'il arrive ici. Et on lui a donné, évidemment, il y a eu des avantages fiscaux aussi qu'on lui a offerts. Ben oui. Une église n'a pas les mêmes contraintes économiques qu'un organisme à but non lucratif ou autre. Donc, il y a plein d'éléments qui ont profité à Raël dans son passage au Ouais, Québec. Et il a été reçu à des émissions comme Richard Glenn et autres. On l'a reçu, puis ça attirait. Moi, je me rappelle, là, fin des années 70, début des années 80, avoir assisté à des conférences de Richard Glenn au Cégep Maisonneuve, par OK. exemple, où il faisait 2 ou 3 soirs avec 700 ou 800 personnes dans la salle et c'était plein là, tous les soirs. Quand même, hein? Donc, ça fonctionnait bien, il y avait un commerce, mais en même temps aussi, c'était l'époque. Non seulement on était prêt, le public québécois était prêt à faire ce virage-là, mais on n'avait pas les sources d'information que l'on a aujourd'hui. On n'a Et pas les voilà. médias sociaux. Ça Donc, à l'époque, quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Richard Glenn, Richard Glenn, pardonne-moi l'expression, mais il a fait vendre du câble. Hein, à un c'est moment vrai. donné, au Non, mais c'est Québec, vrai, les gens se c'est vrai. disaient, si C'est je vrai. veux entendre parler de ces phénomènes, je fais quoi? Ben, je m'abonne au câble parce que sur le canal 9, il y a Ésotérisme expérimental. Exact. Richard Glenn avait des émissions qui étaient souvent très inégales. Mais on peut pas, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. C'est-à-dire que une semaine, pas Raël, mais une semaine, Glenn pouvait recevoir un individu complètement illuminé. Et la semaine suivante, il recevait un individu comme Louis Bélanger, par exemple, qui est un Ouais. peu le père de la parapsychologie québécoise, qui est passé à l'émission de Glenn. Donc, Mmh. c'était très en dents de scie. On retrouvait là-dedans tout ce que l'on voulait, là, qu'on soit du côté extraterrestre, complot, franc-maçonnerie, Effectivement. fanfron. Il y avait à peu près de tout là-dedans. Et c'était la seule tribune qu'on avait. Et je comprends que les gens se bousculaient au portillon parce qu'on voulait entendre ces On va conférenciers-là. l'entendre, ouais, Aujourd'hui, effectivement. avec les médias sociaux, je ne suis pas convaincu qu'on pourrait obtenir le même succès, à moins d'être Non, non, c'est faire sûr. vedette. Mmh. Les gens arrivent, puis on peut aller cliquer sur une vidéo, machin, un podcast de quelqu'un, puis merci, bonsoir, tu sais. Il y avait aussi l'ancien Marketplace, t'en souviens-tu? Ouais, absolument, tu sais. Le Oui, gars qui vendait sa table de poule, c'est ça, le c'est gars qui vendait table de billard, jamais utilisé. C'était jamais utilisé, hein. Tout ce qu'ils nous vendaient, c'était jamais utilisé.
sais, moulin à coudre, jamais utilisé, payé 800 $, le vend 100 $. Avec le numéro de Ah, téléphone. mais si tu l'as jamais utilisé, tu sais, bon. Et Glenn tombait. Et les vendredis soirs aussi au Canal 9, il y avait des petits films grivois de temps à autre. Je sais pas Ah si oui, tu te OK. rappelles de ça? Ouais. Moi, je suis tombé là-dessus par hasard, là, sûrement, Ouais. mais il y avait des films grivois. C'est bon, c'est bon. Mais, juste finir là-dessus, là, Christian, fait que dans ton livre, là, tu vas parler de ces sujets-là, tu parles de paranormal. Est-ce que tu te souviens de l'émission avec Chantal Lacroix qui était passée à TVA? Absolument. Ça, Puis ça a été pour nous, pour les un gens. fiasco, là. Ouais. Je dirais que pour nous, puis quand je dis nous, c'est tous les gens qui sont intéressés sérieusement aux phénomènes paranormaux. Il n'y a pas que moi, là, il y en a plein d'autres, des gens au Québec qui s'intéressent sérieusement à ces phénomènes-là. L'émission de Chantal Lacroix, ça a été un coup de jarnac. Parce que c'est une émission qui était mauvaise, qui était une arnaque, ayons pas peur des mots, Ouais. et ça refroidit les grands médias d'information. Ouais, parce que depuis ce temps-là, là, ça a été, C'est fini. C'est fini. Donc, fini, hein. même moi, là, si j'arrivais demain matin, là, Ouais, même si les ben, gens c'est ça. diraient Christian Page, c'est un gars sérieux, Ouais, crédible, ouais, ouais, ouais. c'est zéro. Je n'ai aucune Juste parce chance. que tu as le mot paranormal là-dedans. Voilà. Les gens, puis je le sais, je suis à TVA, hein, toutes les semaines, je suis à Ouais, TVA. ouais, Mais ouais. dans les corridors de TVA, dès qu'on évoque le paranormal, il y a toujours quelqu'un, sourire en coin, qui nous dit ah ouais, ouais, comme les rencontres paranormales de Chantal Wow. Lacroix. Donc, Ah, c'est wow. resté, hein, c'est un stigmate qui est resté. Puis ce qui est triste là-dedans, Ouais. puis là, je sais que je vais être un peu dur, mais tu sais, Chantal Lacroix, là, c'est quelqu'un qui vient d'un tout autre univers. Tu sais, c'est comme, Oui, c'est comment ça. je pourrais dire, si je veux pas, je veux pas être vulgaire, mais tu sais, c'est un peu comme si elle était venue déféquer dans nos plates-bandes, là. Tu sais, tu Mmh. comprends? Une Ben, semaine elle avant, faisait une du semaine avant n'importe des quoi. cosmétiques, la semaine suivante avant des payables au prochain. Là, d'un coup, Ouais, 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 elle c'est vient ça. parler de Venez au paranormal. suivant, puis ouais. Voilà. Et là, elle parle du paranormal, elle met le bordel. Littéralement, elle met le bordel. Oh, Puis ouais, après ça, elle carrément. s'en lave les mains, c'est pas grave. La semaine prochaine, j'irai faire une émission de cosmétique, ou etc. Et de Mais, rénovation. voilà. Mais maintenant, tous les gens qui avaient à cœur d'avoir une émission sérieuse pour parler des phénomènes paranormaux, c'est zéro. Et je peux te dire qu'on en a encore pour des années à vivre C'est le, fou. la, Ça les fait séquelles de longtemps, ça. ça. Ah Ça oui, date quand absolument. même. Une Mais dizaine les d'années. gens, tant que cette génération-là de dirigeants qui sont encore en poste aujourd'hui, qui ont connu rencontres paranormales, mais tant et aussi longtemps que ces dirigeants-là vont demeurer en poste, les chances de voir une autre émission Fait que semblable. toi, là, au niveau investissement dans des séries, films, Non. c'est capote. Moi je dirais depuis grosso modo 2010, j'ai cessé toute forme de démarchage auprès des réseaux de télévision, quoi que ce soit. Je ne suis plus vraiment intéressé à ça. OK. Ben, va-t'en dans le true crime. Tout le monde met de l'argent là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, le true crime, encore une fois, tu sais, je n'irai pas occuper je n'irai pas vers une niche qui m'est étrangère. Depuis des années, Ouais, depuis c'est un 30 sujet ans, qui je m'intéresse maîtrise au bien, le crime, je paranormal. m'intéresse au paranormal, je m'intéresse à l'occulte, je m'intéresse au crime occulte. Ça va rester ma niche. Mais demain matin, tu peux être certain que je ne commencerai pas à m'en aller. J'ai fait des séries à la demande, on s'entend bien, là, à la demande de Canal D. J'ai produit les séries Les Enfants Assassins. Ouais. J'explique dans mon livre sur les enfants assassins comment ça s'est passé, hein. C'est une idée que j'avais lancée en l'air, puis Canal D ont dit ça nous intéresse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé parachuté parce que c'était vraiment pas mon intention de faire une émission de ce type-là. Ouais. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, ce qui m'intéresse dans le true crime, ce sont les crimes à caractère occulte. Ça, je me sens bien avec ça. J'aime cette dynamique un peu surnaturelle Ouais. qui a entouré le crime, mais le true crime, je laisse ça à Ouais. d'autres. Ouais, ouais. Mais juste finir là-dessus, là, Christian, fait que dans ton livre, là, tu vas parler un peu de tout ça. Là. Tu vas Ouais, toucher le paranormal, tu vas toucher les ovnis, mais ces ouais, grandes fraudes, là. ouais, C'est pas. C'est vraiment dans l'aspect fraude financière aussi. toujours. Toujours. Et c'est vraiment une fraude volontaire. C'est-à-dire que des gens, quelque part, se sont réunis, se sont dit, tiens, il y a du fric à faire là-dedans et on va tromper les gens. C'est ce qu'on va faire, on va tromper les gens. C'est fait de façon volontaire, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Euh,
Bon, je ne prendrai pas tout ton temps. Je sais que tu es occupé, Christian. Fait que merci encore pour cette entrevue-là. Dernière petite question. Tu as étudié beaucoup les tueurs en série, là, de ce que je Oui, comprends, là. Tu les oui, connais pas mal toutes, là. oui. Fait que peu Ben, importe le nom que je vais te dire, tu es ben, c'est capable de sûr que dire. quand on s'intéresse aux crimes occultes, très souvent, il y a comme des espèces de des liens qui vont être tissés et des liens qui seront tissés aussi sur certains tueurs, hein, comme par exemple les crimes de John Wayne Gacy, par Ouais, exemple, tueur en série américain, fin des années ouais, 70. Bon, ouais. John Wayne Gacy, les crimes de John Wayne Gacy ne m'ont pas intéressé. Mais quelque part, durant la période où les crimes de Gacy ont eu lieu, le chef de police de Des Plaines, on en avait parlé lors Ouais. de notre dernière rencontre, le chef de police de Des Plaines, Joseph Kozenczak, avait fait appel à 2 médiums pour essayer de trouver de l'information. C'est cet aspect, ce rôle joué par des médiums dans l'investigation sur John Wayne Gacy qui m'a intéressé, mais pas les crimes de Gacy. Dans le Ouais, je cas, comprends. par exemple, de Son of Sam, un autre tueur en série célèbre des années 70 aux États-Unis, ben, le crime lui-même, on l'appelait le tueur au 44 Magnum. Donc, il frappait des couples qui étaient principalement des couples qui étaient dans des voitures. Il tirait à travers le pare-brise, par exemple. Ce qui m'intéresse dans ces crimes-là, c'est que lorsqu'il a été arrêté, il disait qu'il recevait ses ordres du chien de son voisin qui s'appelait Sam Carr. Il disait que le chien était possédé par 16 sorciers et sorcières et que ce Aïe, serait le aïe. chien qui lui donnait des ordres pour aller tuer des gens. Donc là, on est vraiment. Et ensuite de ça, il va changer un peu son histoire. Il va raconter, parce que ça semble assez invraisemblable, l'histoire du chien qui parle. Mm. Alors, il change un peu son histoire. C'est j'étais membre aussi d'une secte satanique et les crimes qui ont été commis par moi, mais par d'autres membres également de la secte satanique. Ça ne tient pas la route. Là. Fait que lui, il tirait les gens à bout portant, là. C'est ça. Donc, lui arrivait avec son 44 Magnum. Il y avait une voiture garée, c'était les années 70. On avait il allait dans ce qu'on appelait les Lovers Lane. Donc, les couples qui étaient en voiture, hein, qui faisaient du Mais ça me naked. fait penser au Zodiac un peu. Oui, oui, absolument. Donc, il Zodiac. sortait, et puis bang, 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 il Ouais, tirait sur. D'ailleurs, dans le cas des crimes du Zodiac, là aussi, on a quand même un aspect assez occulte dans le crime. Hein. ouais, C'est-à-dire que ouais, les tout à fait. crimes sont commis de différentes façons, à l'arme blanche et avec un pistolet. La façon qu'il écrivait les lettres. Voilà, il écrit des lettres, hein, c'est le Zodiac qui parle. Il raconte aux autorités qu'il veut collecter des armes pour sa vie après, dans l'au-delà. Hein. C'est un peu la raison pourquoi il commet ses crimes. Donc, on a une dynamique ici occulte. Est-ce qu'elle est fondée ou est-ce qu'elle est imagée? Hein? Est-ce que l'auteur a écrit ça parce que, bon, il voulait se rendre intéressant puis il raconte C'est n'importe sûr, quoi? c'est sûr. Ou est-ce qu'il y avait vraiment une motivation occulte derrière? On ne le saura pas puisque le Zodiac n'a jamais été attrapé. Hein. Dans Effectivement. le cas des crimes de l'éventreur, les crimes en soi ne sont pas très mystérieux. Hein. Il n'y a rien d'occulte dans le crime de Jack l'Éventreur. Là où le crime devient occulte, c'est que des gens ont dit, bon, voilà, il a commis 5 victimes. Hein. Il y a les 5 Ouais, victimes ouais. canoniques de l'Éventreur. Ici, on les place, par exemple, dans les rues de Londres. On est capable de produire un pentagramme. Alors là, des gens ont dit, puisqu'il y a un pentagramme, est-ce que les crimes de l'Éventreur n'auraient pas pu être commis par un Ouais, individu qui voulait faire des sacrifices humains dans le cadre d'un rituel effectivement. satanique? Et on a aussi abordé une autre hypothèse qui est très populaire, en tout cas au cinéma, on l'a trouvé très populaire, c'est l'idée que Jack l'Éventreur n'était pas seul, mais appartenait à une Ouais, espèce de confrérie secrète de francs-maçons ou le franc-maçon. d'occultistes qui Ouais. auraient commis des crimes pour des rituels un peu mystérieux. Donc, on a cette dynamique-là occulte et mystérieuse qui tourne Mhm. autour des crimes de l'Éventreur. Mais il y a plein d'autres crimes, comme par C'est exemple, ça. je connais le nom de Bundy, de Ted Bundy, mais Ted Bundy. intérêt zéro. Tu Ouais. comprends? Je connais son nom, je sais qu'il est exécuté, mais Ouais. zéro parce que dans le cas des Mais crimes. tu as écrit un livre dernièrement, là, un peu sur. Oui, ouais, effectivement. Ça a été une collaboration. C'est une encyclopédie du crime. Hein, ça s'appelle Ennemi public numéro 1. Ça a été fait avec une certaine Nancy Adjeski, qui est une Américaine. Elle avait déjà écrit une version, disons, très américaine des tueurs en série américains, là, Ennemi public. Mais quand je dis tueurs en série, c'est pas que ça. Il y avait aussi des crimes de la mafia, le monde interlope, tout le reste, des grands kidnappings, mais très centrés sur le milieu américain. Et on OK. a donc décidé, mon éditeur a décidé de prendre ce livre-là, d'en faire une version française. Donc, on est passé
True Crime, je pense que le titre en anglais, True Crime, qui est devenu ennemi public numéro 1 en français. Et pour l'adaptation francophone, mon éditeur m'a demandé d'agrémenter l'ouvrage avec des tueurs en série canadiens et étrangers. Donc, ça a été vraiment une commande. Donc, je me suis penché sur la littérature, j'ai consulté d'autres encyclopédies, les articles de journaux. Je dois avouer que dans le cas des crimes du Québec, il faut que je le mentionne, dans le cas des crimes du Québec, je dois remercier les gens du Journal de Montréal qui ont été extraordinaires. Écoute, il y a une dame qui travaille aux archives du Journal de Montréal, Mme Diamond. Elle est extraordinaire. Tu arrives là. Moi, je me rappelle, j'arrive là, je dis, Richard Blas. Et là, elle me dit, écoute, les archives, c'est énorme, les archives du Journal de Montréal. Et là, elle me dit, c'est des rangées de boîtes avec des photographies, des documents. Et elle me dit, ah oui, Richard Blas, rangée 3, 8e boîte, 4e tablette. Écoute, c'est une connaissance encyclopédique de son univers. C'était fabuleux. Donc, je me suis replongé dans ces sujets-là pour agrémenter l'ouvrage. Mais au-delà de ça, je n'ai pas particulièrement... On pourra en parler lors d'une prochaine rencontre. Si ça va me faire plaisir, Christian. C'est vraiment intéressant. Bon, ben, je te laisse aller, mon beau Christian. Puis, ça fait plaisir. Encore. Puis, écoute, c'est comme si je parlais avec toi au téléphone parce que c'est le fun, on a des échanges. Oui. En tout cas, j'espère que ça va nous mener vers quelque chose de plus grand. Ben, je le souhaite. J'aimerais un bon documentaire sur Christian Père. Oui, mais comme je t'ai dit, à un moment donné, j'aimerais bien qu'on fasse, si on arrive à un moment donné à trouver les sous puis les diffuseurs, mais j'aimerais beaucoup faire avec toi un documentaire sur l'état actuel du paranormal. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui est le mythe, qu'est-ce qui est la réalité? Parce qu'il y a des choses que l'on sait. Hein? Au moment où on se parle, il y a des périodiques scientifiques, on parle vraiment de périodiques avec des comités de lecture qui publient des trucs intéressants sur le paranormal, mais on n'en parle jamais. On aime bien presque la malbouffe intellectuelle, mais il y a quand même des choses sérieuses qui se font. Puis il y a une frontière entre la croyance et le savoir. Exactement. Même si le mot paranormal, on peut apporter ça d'une manière intelligente. Absolument, absolument. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment à la télévision. Très souvent, on va dans de la malbouffe. Hein, c'est ce qu'on nous sert, puis malheureusement, les gens qui font de la recherche sérieuse sont un peu mis de côté. Exactement. Je trouve ça un peu triste, mais bon, espérons qu'un jour, on aura l'occasion de le faire. Oui, bien, certainement. Il faut y croire. Ça commence par là. Bon, ça marche. Je te laisse aller, Christian. Ça marche. Je te dis à très bientôt. Merci. Bye, bye. Bye.